On a beaucoup parlé dernièrement de cette importance de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est, disons, totalement futile. Ouais, c'est vraiment la base de tout. Et on est d'accord, la question aujourd'hui, c'est plus vraiment de savoir pourquoi on doit filtrer. On a bien compris que c'était vital. Tout à fait. Le vrai défi maintenant, c'est le comment. Exactement. Comment on fait concrètement face à cette montagne de données au quotidien? Parce que discerner, ça ne veut pas dire s'agiter encore plus, hein, c'est plutôt apprendre à observer différemment. C'est ça, changer de perspective en fait. C'est un peu comme si on devait devenir les journalistes de notre propre vie, tu vois. Ne plus réagir à l'aveugle, mais voir ce qui compte vraiment. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Je repensais à cette anecdote sur Nora Ephron, tu sais, la célèbre scénariste nommée aux Oscars. Ah oui, son fameux cours de journalisme au lycée. C'est un exemple brillant. C'est incroyable comme histoire. Donc, elle est au lycée, c'est son tout premier cours de journalisme, et le prof leur donne un exercice. Il leur dicte des faits bruts pour écrire un article. Le classique qui, quoi, quand, où. Voilà. Il leur dit en gros que le directeur de l'école, l'administration entière et tous les profs vont aller à une grande conférence à l'autre bout de la ville le jeudi suivant. Et les élèves font quoi? Bah, ils recrachent l'info. Exactement. Ils écrivent tous leurs articles en listant scrupuleusement ces détails. Et là, le prof les regarde et leur dit qu'ils ont tous échoué. Et c'est là que la leçon est magistrale. Grave. Parce que le prof leur explique que le vrai titre, la seule information qui comptait, c'était pas du tout la conférence. C'était jeudi, il n'y a pas cours. C'est fou de voir à quel point on peut passer à côté de l'évidence. Ce qui est passionnant ici, c'est la différence entre compiler des données et trouver le sens. Bah oui, c'est comme avoir un puzzle de 1000 pièces étalées sur la table. Ouais, je vois l'idée. Si tu passes ton temps à décrire chaque petite pièce, ses couleurs, sa forme, tu fais juste recracher des faits. Tu listes le bruit, en fait. Trouver le sens, c'est regarder l'image sur la boîte. C'est une super métaphore. Et ça me fait penser, dans un contexte beaucoup plus tragique, à ce qui s'est passé avec le vol 401 d'Eastern Airlines, Ah oui, dans les années 70, c'est ça? en 1972, ouais. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la focalisation cognitive ou la vision tubulaire. C'était un avion de ligne flambant neuf, il amorce sa descente vers Miami, et là, une petite ampoule sur le tableau de bord refuse de s'allumer. Une simple ampoule. Une ampoule qui valait quelques centimes et qui devait juste indiquer que le train d'atterrissage était sorti. Et là, sous l'effet de cette petite incertitude, le cerveau de l'équipage a basculé. L'amygdale prend le contrôle et restreint tout le champ d'attention. Donc il se focalise uniquement sur ça. Totalement. Le commandant, le copilote, le mécanicien, tous focalisés sur cette satanée ampoule. Ils essayaient de la réparer, de comprendre, et pendant ce temps-là, ils ont filtré tout le reste. Quand tu dis tout le reste, c'est-à-dire? Y compris le fait que quelqu'un avait accidentellement désactivé le pilote automatique. L'altitude baissait dangereusement, les alarmes sonnaient, mais leur cerveau ne traitait plus ces infos. Ils se concentraient sur un détail mineur et ont perdu la situation globale de vue. Ce qui a mené au crash dans les Everglades. C'est terrifiant. Alors qu'on est genre bombardé d'informations en permanence. On n'est pas dans un cockpit, mais l'open space, ça y ressemble parfois. C'est clair. Et c'est là qu'intervient l'idée de filtrer le bruit de façon presque agressive. Si on relie cela à la vision globale, il y a l'approche du journaliste Thomas Friedman, du New York Times. Celui qui avait l'air toujours distrait pendant les déjeuners. C'est ça. Quand il déjeunait avec des sources, les gens croyaient qu'il n'écoutait pas. Il ignorait les banalités, les bruits de fourchette, les petites discussions de courtoisie. Il filtrait, quoi. Impitoyablement, il économisait sa bande passante cognitive pour écouter uniquement ce qui était anormal. En fait, il écoutait spécifiquement ce qui n'était pas dit. Les hésitations, les non-dits. Alors, attends. Là, je dois intervenir parce que j'ai un doute. Vas-y. Est-ce que, dans la vraie vie, ignorer volontairement une partie d'une conversation, c'est pas un peu risqué? Enfin, je veux dire, on nous bassine avec l'écoute active et là, on nous dit de faire l'inverse. Je comprends tout à fait la réserve. On risque pas de rater une info cruciale, hein. Ça me fait un peu penser à Hermione Granger, tu sais, avec son approche ultra-logique qui écarte tous les détails superflus émotionnels pour voir ce que les autres loupent. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça sans se tromper? C'est une excellente objection. Mais en fait, l'individu moyen, qui se sent submergé, il n'écoute pas pour comprendre, il écoute pour réagir. Il entend la voix la plus forte dans la pièce. Ouais, c'est vrai qu'on réagit souvent au quart de tour. Exactement. Et là-dessus, l'auteur C.S. Lewis a une métaphore géniale. Il dit que la plupart des gens sont tellement dans la réaction qu'ils courent partout avec des extincteurs en pleine inondation. Ah, elle est forte, celle-là, hein. Des extincteurs pendant une inondation. C'est l'agitation stérile par excellence.
Le but de Friedman, ou de cette approche essentielle, c'est pas d'être arrogant, c'est de scanner l'environnement pour trouver le signal au milieu du bruit. Accepter qu'on ne peut pas tout traiter. Donc, pour revenir à notre idée d'être le journaliste de sa propre vie, vu que le mot journaliste vient du mot journal, ça nous amène direct à la pratique du journal de bord. Le fameux journal, oui, l'outil ultime. Et là encore, l'approche conseillée est complètement contre-intuitive. La règle d'or, c'est d'écrire beaucoup moins que ce dont on a envie. Ouais, surtout pas de grands romans. C'est ça. Pas des pages entières le premier jour, parce qu'on sait tous comment ça finit. Le lendemain, on a la flemme et on abandonne. Le perfectionnisme, c'est le pire ennemi de cette pratique. En fait, on s'oblige à écrire juste une phrase ou deux. C'est une forme de contrainte créative qui nous force à chercher le fameux titre de notre journée, l'essentiel. Et c'est là que la magie opère. Mais le vrai secret, c'est pas juste de l'écrire, c'est la relecture. Tous les 90 jours, c'est bien ça. Environ, ouais. Le but, c'est pas de se rappeler que t'as mangé des pâtes jeudi dernier, on s'en fiche de ça. Oui, heureusement d'ailleurs. Ce qu'on cherche, c'est repérer les grandes tendances. Parce que les petits changements, au quotidien, ils sont totalement invisibles. C'est comme un bateau qui dévie d'un seul degré. Ah ouais, sur le moment, tu sens rien du tout. Rien du tout. Le premier jour, le deuxième jour, l'équipage voit pas la différence. Mais au bout de 3 mois, tu atterris sur un continent différent. Le journal, en le relisant en bloc, il te montre ces petits degrés de déviation. Donc c'est vraiment là qu'on développe notre capacité de discernement à long terme. On voit les schémas qui se répètent. Exactement, on devient l'éditeur de sa propre lit. Mais du coup, ça c'est génial pour le long terme. Mais si on se replace dans l'instant présent, comment on fait pour repérer ce fameux détail anormal dont on parlait tout à l'heure, le signal dans le bruit? Pour ça, il y a la méthode de Mariam Semal, la journaliste libanaise. Elle a une approche fascinante face aux situations complexes. Elle cherche la toile d'araignée, c'est ça, ouais. Ouais, au lieu de regarder bêtement le centre de l'action, là où tout le monde regarde et fait du bruit, elle observe la toile d'araignée dans son ensemble pour déceler la vibration anormale. Le petit truc qui cloche. Voilà, le comportement inhabituel, celui qui ne colle pas avec la situation. Et pour éviter de projeter ses propres biais là-dessus, elle utilise un truc génial. Le jeu de rôle. C'est ça, elle se met mentalement à la place des autres acteurs, surtout ceux qui semblent agir de façon illogique. Elle cherche à comprendre l'architecture de leur comportement de l'intérieur. Genre, quelles sont leurs motivations invisibles? Ouais, pourquoi, de leur point de vue, ce comportement a du sens. Et en faisant ça, elle fait tomber ses propres préjugés. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que bon, on a parlé de journalistes, d'avions, de puzzles, mais pour nous, dans notre quotidien, Cela soulève une question cruciale, en effet. L'étape finale, c'est la capacité à clarifier la vraie question. clarifier la vraie question, ouais. Prends les politiciens à la télé. Ils sont surentraînés à ça. Tu leur poses une question difficile, ils y répondent jamais directement. Ah, ça, c'est une certitude. Ils font un pas de côté. Ils reformulent, ils donnent une réponse vague à une question qu'ils auraient préféré qu'on leur pose. Eh ben, on fait exactement la même chose avec nous-mêmes. C'est-à-dire? On se ment à nous-mêmes Totalement. pour éviter l'effort psychologique de la clarté. Parce qu'une question claire demande une décision claire. Et souvent, ça fait peur. Ouais, c'est plus facile de se noyer dans les petites tâches sans importance. Voilà. On préfère s'épuiser à traiter 300 emails inutiles plutôt que de se demander si on est vraiment dans la bonne carrière. On remplace une question existentielle par une question tactique. Oh, waouh! Donc on s'invente de la fausse productivité pour éviter de regarder l'image sur la boîte du puzzle? C'est exactement ça. On retourne réparer l'ampoule du tableau de bord au lieu de voir que l'avion descend. Clarifier la question, c'est sortir de cette spirale de la désinformation personnelle. C'est une claque, cette idée. En fait, la connaissance, elle vient pas du tout de l'accumulation d'informations. Elle vient de notre capacité à éditer, à couper, à trouver notre propre titre principal, comme pour le journal. C'est le cœur du propos. Éditer sa vie, c'est courageux. Ce qui m'amène à une pensée pour clôturer cette discussion. Une petite chose à méditer. Dans notre monde où tout va très vite, la prochaine fois qu'un déluge d'informations ou d'urgences nous tombe dessus, Le fameux bruit ambiant. ouais, ce déluge. Au lieu de chercher frénétiquement un seau pour écoper l'eau, comme on le fait tous instinctivement, Ce qui épuise tout le monde. exactement. Prenons plutôt le temps de nous arrêter, de chercher d'où vient l'eau, cherchons le vrai problème pour, enfin, fermer le robinet. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle, d'ailleurs. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.